Tout le monde le prenait pour un orphelin pathétique dont les parents étaient partis acheter des cigarettes et n'étaient jamais revenus, mais il s'entraîne sans relâche pour devenir le plus puissant des guerriers spirituels. Liang était un pauvre type, un loser pathétique, qui vivait dans un monde de fantômes magiques et d'esprits mortels, avec son père Keo, protecteur et chef de la région, et sa mère qui venait de donner naissance à son petit frère Yan, car le contrôle des naissances de papa était un peu défaillant. Tout comme lui, son frère est aussi complètement inutile et n'a aucune énergie spirituelle. C'est pourquoi non seulement leur père, mais même leur mère les abandonne en pleine nuit pour aller chercher des cigarettes. Ils pensent qu'ils reviendront vite, mais comme mon propre père, ils ne sont jamais revenus. De plus, un parfait idiot nommé Liu devient le nouveau chef de la région. Il déteste les enfants moches et finit par flanquer une raclée mémorable à Liang comme mon. Il déclare être le nouveau maître de la rue et invoque son esprit, King, pour montrer qui a la plus grosse au gamin sans son consentement. Il demande à King de jeter le garçon de la falaise, pensant qu'il n'est qu'un esprit, mais découvre qu'il possède de nombreux pouvoirs magiques latents. Pendant que Liu réfléchissait, Yan se met à pleurer comme une madeleine, ce qui agace King. Il attrape le garçon et tente de le jeter hors du monde des esprits, mais Liang le lui arrache des mains et saute dans le royaume humain pour sauver son frère. Il installe un camp sous un pont et vole dans les magasins pour survivre et nourrir son frère. Mais le commerçant capitaliste venu d'Amérique ne tolère pas de telles pertes, alors il envoie son assistant récupérer les enfants. L'assistant Eta trouve la cachette de Liang sous le pont et réussit à le convaincre qu'il n'est pas un ennemi. Il lui propose de l'emmener dans un orphelinat, mais Liang lui répond « T'es pas mon père !» et refuse son offre. Il survit tant bien que mal comme un sans-abri ordinaire, mais un jour d'hiver, Yan tombe malade. Liang l'emmène à l'hôpital, mais le système de santé chinois est aussi pourri que celui des États-Unis et le médecin refuse de le soigner sans argent. N'ayant pas d'autre choix, Liang va voir Eta et lui demande de l'emmener à l'orphelinat. Liang y prend un bon bain chaud et un repas copieux, mais il remarque que son frère a disparu et sort le chercher. Il s'avère qu'Eta a vendu Liang à un riche pervers et a jeté son frère Yan à la poubelle, là où les plus faibles ont leur place. Liang s'en prend à lui, mais Eta le fait taire et le livre à son nouveau maître, qui demande à sa bonne de le battre jusqu'à ce qu'il obéisse. Même après ça, Liang refuse d'abandonner son frère et réveille l'esprit gardien A.I.M. Yujin qui sommeille en lui. Il s'échappe de la maison, retrouve Eta, le force à révéler l'emplacement de son frère et le dépouille de son argent. Après avoir retrouvé son frère, il retourne immédiatement à l'hôpital et jette l'argent au visage du médecin, lui ordonnant de soigner Yan sur le champ. 4 ans se sont écoulés depuis ce jour et Yan et Liang ont beaucoup grandi. Ils dirigent un cartel à eux seuls, tabassent les brutes avec l'aide de Yujin et leur volent de l'argent. Ils avaient aussi amélioré leur style de vie, passant à la version pro des sans-abri. Un jour, Liang décide qu'il est assez fort pour reprendre sa maison et part avec Yan, seulement pour découvrir que la rue des démons est devenue un bidonville et que des fantômes maléfiques y font des ravages, chassant les esprits innocents. Yan veut être un héros et tente de sauver une fille harcelée par un fantôme, mais il ne fait qu'énerver le spectre, forçant l'esprit de Liang Yujin à lui sauver son pauvre derrière. Liang demande à cette fille un peu simplette de s'occuper de son frère pas très beau pendant qu'il rejoint Yujin pour combattre le fantôme. Ils utilisent d'un peu des mouvements combinés pour repousser le fantôme qui leur lance en retour un rocher géant. Heureusement, Yujin tranche le rocher en morceaux, puis envoie le fantôme voler avant que Liang ne l'achève en le projetant au sol. La nouvelle du retour des frères parvient à Liu, qui les appréhende à l'entrée de la rue des démons, avec une armée de fantômes. Liang dit à Yan de courir se cacher, tandis qu'il affronte Liu seul. Liu invoque King, qui attaque Liang, mais Yujin l'arrête de toutes ses forces sans être assez puissant pour le vaincre et il est projeté au sol. Liu se moque de lui, le traitant de loser monumental, et révèle que ses parents ont été tués par un esprit très puissant. Cela anéantit complètement Liang, qui reste là, déprimé, tandis qu'il est de nouveau vendu à un certain Santong, le patron de Liu, pendant que Yan se cache avec l'esprit muet pour sa sécurité comme un pauvre bêta. La fille, volume 0, le protège tant bien que mal des fantômes qui rôdent, mais à cause du stress et de la peur, elle commence à basculer du côté obscur. D'un autre côté, Santong emmène Liang sur l'île de la mort, une sorte d'île d'Epstein des esprits, où les enfants de 5 à 18 ans apprennent à contrôler leurs esprits gardiens. Liang n'a pas le temps pour ça, alors il saute à la mer pour s'échapper, mais même une haltère nage mieux que ce loser. L'instructeur le repêche et l'envoie à l'intérieur, où il tombe sur une bande de brutes. Il essaie d'invoquer Yujin pour s'en occuper, mais rien ne se passe car les pouvoirs spirituels sont désactivés sur cette île, comme les jambes de Stephen Hawking. Les brutes commencent alors à lui mettre une bonne raclée, mais un garçon aux cheveux blancs nommé Liu arrive et invoque ses 3 esprits gardiens pour faire fuir les agresseurs. Liu apprend que Liang veut s'échapper de cette île pour protéger son frère et lui propose de l'aider. Ils grimpent au sommet de la tour de l'île où Liu révèle que la seule façon de s'échapper est de sauter dans la mer depuis cette haute hauteur, car cet endroit est faux et le monde réel se trouve au fond de l'océan.
Liang fait confiance à son nouvel ami et saute dans la mer. Il continue de couler et émerge avec succès dans le monde réel où un pêcheur le sauve. Il fait de l'autostop jusqu'à la rue des démons, pensant enfin revoir son frère, mais il apprend que Liu est devenu un dictateur et qu'il réduit les esprits normaux en esclavage. Quand ils perdent espoir et se transforment en fantômes, il les fait participer à des jeux à la Squid Game puis recrute les plus forts dans son armée. Miss Volume 0 cache toujours Yan et un vieil esprit dénonce le remplacement à Liu juste pour un magazine Playboy. Les fantômes de Liu les trouvent, forçant Yan à protéger Ru, mais il est aussi inutile qu'un crayon blanc et se fait gifler. Un fantôme attrape le garçon pour l'achever, mais Liang arrive pour sauver la situation et repousse le fantôme d'un coup de pied. Tandis qu'il s'excuse auprès de son frère en pleurs pour son retard, Eugene abat tous les fantômes. Soudain, il remarque que quelque chose se brise en Ru et réalise qu'elle a basculé du côté obscur à cause de ses peurs. Elle attaque Yan, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Liang ordonne à Eugene de la repousser. Le pauvre Yan refuse de croire que la douce Ru puisse se transformer en fantôme et se met à pleurer. Liang veut juste mettre fin à ses souffrances, mais Yan déclare qu'il ne le laissera pas lui faire de mal. Liang dit à Eugene de relâcher la fille afin que son frère puisse apprendre une leçon. Quand elle tente d'attaquer Yan une fois de plus, il réalise enfin que son frère a raison. Liang ordonne alors à Eugene d'abattre la fille et de mettre fin à sa vie, et il obéit. La fille muette sourit en étant purifiée et le cœur du pauvre Yan est brisé. La nuit, il lui crée une tombe et y plante une fleur. Yan blâme Liang pour sa mort et déclare qu'il le déteste, lui, Eugene, et tous les autres hôtes spirituels. Il déclare qu'il se vengera pour Ru et deviendra assez fort pour battre Liang un jour. Liang respecte ses sentiments et dit qu'ils étaient trop faibles cette fois, alors ils partent s'entraîner pour devenir plus forts dans leur arc d'entraînement. Ils retournent à leur base, sous le pont, et commencent à s'entraîner en lisant des mangas Dragon Ball et Naruto. Quelques années passent et les frères deviennent plus forts ensemble en s'entraînant jour après jour, et ils décident enfin qu'ils sont prêts à reprendre leur maison. Ils atteignent la rue des démons et Yan sauve un vieil homme qui était malmené par un groupe de fantômes. Il abat facilement les fantômes grâce aux arts martiaux, mais épargne leur chef afin qu'ils puissent informer Liu du retour du véritable maître de la rue des démons. Dès que Liu apprend la nouvelle, il ordonne à son armée de fantômes de s'occuper des intrus. Il décide de se joindre au combat aussi, mais le temps que son cul paresseux arrive sur place, Yan a déjà vaincu les fantômes qu'il avait envoyés. Liu invoque King pour le combattre, et Liang s'avance pour l'affronter. Liu ordonne à King de les attaquer et Liang invoque Eugene sans faire la petite danse habituelle, car il a désormais maîtrisé son énergie spirituelle. Eugene bat King pendant que Liang s'occupe de Liu et puis lui dit de dégager. Liang ramène ensuite son frère chez eux et constate que leurs étiquettes nominatives sont toujours là. Soudain, Liu arrive pour la deuxième manche. Il brise un morceau de l'écorce de l'arbre sacré et le consomme comme un chocolat interdit, ce qui augmente toutes ses statistiques de 100 points. Il entre en mode ultra ego de Vegeta et invoque King à nouveau pour attaquer les garçons. Eugene se déplace immédiatement pour protéger son maître, mais King est bien plus puissant maintenant et un seul coup de sa part les envoie valser au centre-ville. Eugene réussit tant bien que mal à maintenir son maître en vie pendant que Yan est toujours sur la colline. Liu arrive au centre-ville et poursuit son attaque. Liang et Eugene tentent de riposter, mais ils ne sont pas assez forts et King les bat facilement. Liu ramasse Liang blessé et le malmène, mais Yan arrive alors et le projette contre un mur d'un coup de pied, sauvant son frère. King se précipite aux côtés de son maître, donnant à Yan et aux autres assez de temps pour s'échapper. Liu n'est pas blessé, mais il est furieux comme un taureau maintenant. Pour en finir rapidement, il donne l'écorce de l'arbre sacré à l'armée de fantômes afin qu'ils deviennent beaucoup plus forts. Un fantôme surpuissant trouve les frères à l'entrée de la rue des démons. Yan se précipite pour l'attaquer, mais son coup de pied est inutile contre le fantôme, et Eugene doit intervenir pour lui sauver son pauvre derrière. Liang veut quitter la rue des démons, mais Yan voit les fantômes sous stéroïdes ravager la ville et tuer les esprits ordinaires. Il déclare qu'il restera pour sauver son peuple, et Liang le fait taire d'une gifle à la Will Smith. Il attrape et porte Yan jusqu'à la porte, qui ne cesse de le traiter de lâche pour s'être enfui. Cependant, Liang, à bout de force, le balance hors de la porte, affirmant que protéger la rue des démons est sa seule responsabilité, alors qu'il est complètement à court d'énergie et se fait submerger par un groupe de fantômes, et que même Eugene est affaibli après avoir combattu sans relâche. Ils se font démolir par les fantômes qui ligotent Liang et l'emmènent chez Liu qui lui demande où est son frère. Quand Liang ne répond pas, il le jette contre le mur, et King demande à son maître de le laisser interroger le garçon. Il commence à le frapper avec des coups de poing aussi bidons que ceux de la WWE. Liu est satisfait et demande à Liang de révéler l'emplacement de son frère. Il reste silencieux, mais un fantôme informe alors Liu que Yan est dans le monde humain. Liu rit et envoie ses sbires lui ramener le garçon. Devant la porte, Yan fait de son mieux pour entrer à nouveau dans la rue des démons, mais il échoue et se met à pleurer. Soudain, il sent une présence mais ne peut pas voir un fantôme qui a traversé la porte de l'enfer pour l'attaquer. Il pense qu'il se bat contre John Cena et se fait facilement battre. Le fantôme l'attrape et Yan crache du sang dessus pour le rendre visible, mais cela ne dure pas longtemps.
Yan réalise soudain qu'il y a une bouche d'incendie et la brise, et la pluie rend le contour des fantômes visible. Il essaie de les combattre, mais ils sont encore bien trop forts pour lui. Cependant, il a une idée et saute pour s'asseoir sur le visage d'un fantôme, mais d'une manière tout à fait innocente. Il traîne le fantôme avec lui à travers la porte et atteint bientôt la maison de Liu, choquant tout le monde. Liu se contente de rire et s'approche du garçon qui l'attaque sans prévenir. Liu joue avec Yan avant de le repousser d'un coup de pied, et quand il charge à nouveau, il le frappe et l'envoie à côté de son frère. Il se relève et lance de soudain une attaque combinée sur lui, lui assénant un coup de pied au visage. Liu est frustré et libère son énergie spirituelle pour repousser Liang, puis assomme Yan d'une gifle. Il tente de l'attaquer encore et encore, mais Liu les repousse à chaque fois. Yan se lève et dit à Liu qu'il déteste vraiment les autres spirituels comme lui, qui se croient supérieurs aux humains juste parce que leurs amis imaginaires sont réels. Liu lui attrape la tête et alors que Liang court à son secours, il trébuche et lui marche dessus. Les frères luttent et même Yujin se précipite pour les aider, mais King ne le laisse même pas entrer dans la maison et continue de le battre dehors. Liu rit de Yan, disant qu'il lui donnera une chance de prouver sa haine envers les hôtes spirituels. Il efface les souvenirs de Yan qui ne reconnaît plus Liang mais conserve sa haine envers lui. Dépourvu de ses souvenirs, Yan attaque son frère et Liu lui lance un couteau pour faciliter la tâche. Liang essaie de faire revenir son frère à la raison, mais c'est inutile et il ramasse le couteau. Yan l'attaque et Liang esquive son attaque avant de le gifler violemment. Il lui dit de se ressaisir et continue de lui dire de se réveiller même si Yan continue de l'attaquer. Liang ne peut pas le combattre ouvertement et le mieux qu'il puisse faire est de désarmer son frère et de lancer le couteau en l'air. Cependant, Yan donne un coup de pied au couteau vers Liang et il le manque de peu et frappe l'arbre sacré. Non loin de là, Yujin a été vaincu par King, mais il se relève quand même pour aider son maître. Liu ne veut pas qu'il interfère dans son plaisir et dit à King de tuer l'esprit. King tire des coups de semonce sur Yujin, mais il continue d'avancer et ne s'arrête pas même si ses jambes et son dos sont transpercés. Il s'approche de Liang, mais une flèche lui transperce le cœur et il tombe à genoux. Pendant ce temps, Liang a subi de graves dommages des mains de Yan et saigne sur le sol. Yan ramasse son couteau pour l'achever, mais juste au moment de le poignarder, il s'arrête soudain et se met à pleurer en demandant à Liang qui il est. Liang sourit en lui disant qu'il est son frère et Yan est confus car il ne se souvient toujours pas de lui. Liang essaie de lui rappeler les bons et les mauvais moments qu'ils ont passés ensemble. Yan le croit, mais soudain, Liu arrive derrière eux et enfonce le couteau que Yan tenait dans le cœur de Liang. Les frères sont horrifiés en voyant cela et Yan est submergé par la douleur. Il se sent perdu dans l'obscurité quand soudain, il entend son frère chanter la berceuse qu'il lui chantait toujours pour l'endormir et alors qu'il tient son doigt imaginaire, ses souvenirs lui reviennent. Cependant, il est trop tard car Liang meurt immédiatement après et Yan ne peut que pleurer. Liu lui dit d'arrêter de pleurer et quand il ne s'arrête pas, il essaie de le frapper. Juste au moment de le frapper, son éclair d'énergie spirituelle le foudroie presque à la Pikachu. Mais King lui sauve la vie. Liu ne comprend pas d'où vient l'énergie spirituelle car le garçon est un simple mortel, mais les deux esprits gardiens comprennent ce qui se passe. Ils réalisent que la raison pour laquelle Yan pouvait manifester de l'énergie spirituelle jusqu'à présent était qu'il était né différent. Il est né avec un corps de guerrier rare qui permet d'avoir plus d'un esprit gardien. Voyant cela, Yujin réalise qu'il doit utiliser le trésor interdit qu'il porte pour sauver Yan. Il brise les flèches qui transpercent son corps, se lève et sort la boîte qu'il tient derrière son dos. Il l'ouvre pour révéler un artefact légendaire appelé le bâton de Yama, qui ne peut être activé qu'en sacrifiant une vie. Le bâton commence à briller intensément et Yujin sacrifie toute son énergie spirituelle restante pour déverrouiller son sceau. Les bandages recouvrant le bâton se détachent, puis il projette une énorme quantité d'énergie qui prend la forme de 7 esprits gardiens. Un esprit nommé Suebuchu descend sur le sol et déclare qu'il servira Yan à partir de maintenant. Yujin commence à se désintégrer et fait sa dernière requête aux 7 esprits, leur demandant de veiller sur le garçon en son nom. Chouchou et les autres esprits décident donc de prêter leur pouvoir à Yan et d'entrer dans son corps, mais pas comme le font les prêtres, et ils hurlent en ressentant leur puissance. C'est déjà le matin et Yan dépose son frère au sol alors qu'il se lève pour le venger. Il appelle le bâton à lui et invoque Chouchou. Il marche vers Liu qui a perdu tout espoir de gagner et les accuse d'utiliser des codes de triche. Il envoie King attaquer le garçon mais Chouchou l'attrape tandis que Yan s'approche de Liu et lui assène un puissant coup de poing qui l'envoie s'écraser dans sa maison. Yan marche vers la maison traînant le bâton au sol et mettant le feu à tout ce qu'il touche. Liu le supplie de ne pas s'approcher, mais Yan continue de l'attaquer. Liu bloque ses coups de poing, mais Yan le frappe ensuite avec son combo bâton et coup de pied. Il le rattrape en pleine trajectoire et lui assène un autre puissant coup de poing, l'envoyant s'écraser dans son mini-bar.
Liu trouve une bouteille en verre cassée et attaque Yan avec, mais celui-ci lui envoie un coup de bâton digne d'un home run. Il lui saute ensuite dessus et commence à lui défoncer le visage jusqu'à ce qu'il traverse le toit. La maison brûle et s'effondre autour d'eux, libérant les esprits maléfiques que Liu avait enfermés dans son sous-sol pour des expériences. Liu ouvre la porte et les esprits maléfiques attaquent Yan et le clouent au sol. Ils déchaînent alors son pouvoir et les projettent tous au loin avec la maison elle-même. Chuchu et King ont vu l'explosion juste à temps et ils se sont précipités vers la maison pour protéger leur maître. Chuchu protège avec succès Yan des débris qui tombent, tandis que King ramasse Liu et s'enfuit en courant vers la sécurité. Soudain, ils entendent le bruit d'un cheval qui court vers eux et découvrent que Chuchu arrive avec la sucette géante. Liu est complètement fou et ordonne à King de le combattre, et l'esprit n'a pas d'autre choix que d'obéir. Il se fait démolir par la masse en sucette géante et un chou sauvage lui dit d'arrêter ou il sera complètement détruit. Liu continue de lui dire de se battre, et sa voix attire tous les fantômes qui le servaient, et eux aussi veulent leur part du gâteau. Après s'être fait encercler, Liu ne peut qu'appeler King à l'aide. Bien qu'étant lui-même proche de la mort, King se précipite aux côtés de Liu, commence à combattre les fantômes et les vainc tous. Cependant, il épuise toute son énergie spirituelle en le faisant et commence à se désintégrer. Liu n'en revient pas et il perd la tête juste au moment où son esprit gardien disparaît. Le collier prouvant qu'il est un chef s'envole de lui et Chuchu décide de mettre fin à ses souffrances. Dehors, Liu continue de faire le gros bras et cherche immédiatement la bagarre avec les gangsters locaux qui le battent à moitié mort. A l'intérieur, Yan est assis sur le tas de décombres, tenant les étiquettes nominatives de son frère et de lui-même, attendant que l'esprit de Liang apparaisse dans la rue des démons. Finalement, après 7 jours, les dirigeants du monde des fantômes décident de faire de lui le prochain chef de la rue des démons et envoient par leur représentant Santong lui parler. Yan ne veut pas lui parler et ordonne à Chuchu de l'achever, mais Santong lui dit d'arrêter car il est là pour faire un marché au nom du monde des fantômes. Soudain, Yan entend la voix de Liang et se retourne pour voir la forme spirituelle de son frère aîné. Il court le serrer dans ses bras et se met à pleurer, et après un moment, Santong lui dit qu'il est maintenant le chef de la rue des démons. Cependant, il y a une condition à cela. Yan doit se rendre sur l'île de la mort pour terminer son entraînement et maîtriser son énergie spirituelle afin de devenir un véritable chef. Liang reste derrière pour protéger sa maison et souhaite bonne chance à son jeune frère après un adieu émouvant. Yan termine son entraînement sur l'île de la mort et rentre ensuite chez lui, devenant plus âgé que Liang qui ne pouvait plus grandir car il est désormais un esprit. Sur ce, les deux frères promettent de veiller ensemble sur leur rue des démons. Après 10 ans, leur vie normale va être interrompue par une femme nommée Xia. Elle est une chômeuse chinoise sans emploi qui a trop grandi pour travailler dans une usine et n'a pas trouvé de vrai travail. Le premier jour de sa recherche d'emploi, elle rencontre une voyante très suspecte qui n'est autre que Santom. Elle refuse de croire aux conneries astrologiques de celle-ci, mais est renversée par un livreur de nourriture nerveux qui lui extorque de l'argent et lui dit d'être reconnaissante qu'il ne soit pas conducteur de camion. Après cela, elle est rejetée par plus de gens en une journée que je ne l'ai été toute ma vie. La nuit, alors qu'elle réfléchit à la possibilité de commencer OnlyFans, elle reçoit un message concernant un entretien d'embauche urgent. La bimbasse se précipite vers l'adresse donnée dans le message et arrive sur une rue appelée rue du démon. Bien que la rue ressemble clairement à une version plus effrayante de Anna Isial, elle s'y engage stupidement sans réaliser qu'elle a traversé un champ de force invisible. Elle réalise seulement après quelques minutes qu'elle est dans un pétrin. Ce n'était jamais un entretien d'embauche et elle a été appelée dans le quartier sombre, soit pour être désassemblée et mise à flot dans le dark web, soit pour être enlevée et expédiée sur l'île d'Epstein. Elle panique et essaie de fuir, mais son sens de l'orientation semble être un clone de Waruno Uzuru. Elle se perd dans les rues droites comme une imbécile et en vérifiant son smartphone, elle heurte un fantôme. Steph pense qu'il s'agit d'un accessoire de film, mais ensuite le fantôme attaque soudainement et lorsqu'elle recule en rampant, elle trouve leurs bras là où ils devraient être. Elle réalise qu'elle est dans un pétrin et commence à courir sans savoir que quelqu'un l'a remarqué et les fantômes. Les fantômes la trébuchent et commencent à approcher pour lui faire passer un train, mais soudain leurs têtes sont transpercées par des couteaux et ils tombent. Sal lève les yeux et voit un homme tenant un engin énorme et enveloppé pour des fun nocturnes et son frère jonglant avec des couteaux à ses côtés. L'homme avec l'engin énorme et Yan qui est devenu un Sigma male. Tandis que son frère Liang reste toujours le même, Yan saute sur la rue et crée une colonne de flammes gigantesque lorsqu'il atterrit, avant de détruire les zombies dans une séquence de combat 3i maladroite. Pendant ce temps, Liang va voir Xia et lui demande ce qu'elle fait ici car c'est une rue infernale où les humains ordinaires ne sont pas autorisés. Il lui dit ensuite qu'il est le chef gardien de ce lieu qui chasse les fantômes en utilisant sa puissance incandescente. Quand Xia entend sa voix, elle reconnaît soudainement l'homme du livreur Uber Eats du matin. Il la reconnaît aussi et ils commencent à se disputer.
Yann dit qu'il a besoin qu'elle paie pour la réparation de sa moto, et si elle n'a pas d'argent, 3000 guacamolos feront l'affaire. Sia l'appelle un prédateur et commence à l'insulter, et pendant ce temps, le grand-père des fantômes arrive. Yann remarque le chef et va le rencontrer. Il est surpris de découvrir que le chef est un fantôme de haut niveau qui peut même parler, et il répond que son armée est venue pour prendre le contrôle de la rue. Yann rit de lui, disant que même les comédiennes féminines sont plus drôles que lui. Il déclare que parmi toutes les rues infernales, la rue du démon est la plus dangereuse. Il est le leader de ce lieu et il ne permettra pas à n'importe quel fantôme de venir et lui enlever son territoire. Le fantôme charge son énergie spirituelle, mais Yann l'attaque en premier avec son engin énorme. Le chef fantôme le repousse et puis charge à nouveau, mais Yann esquive rapidement et se met derrière lui avant de le faire tomber contre une maison voisine. Le chef fantôme ne lâche pas prise et se précipite à nouveau vers Yann, lançant une série rapide d'attaques. Cependant, Yann est plus rapide et se met à nouveau derrière lui pour le pousser loin. Ils continuent à se battre et il semble que leur force d'aller soit égale, mais ensuite le chef fantôme a une chance de faire tomber Yann. Il se précipite pour porter un coup fatal, mais Yann frappe son engin énorme au sol, créant une sphère de flamme autour de lui qui détourne l'attaque du fantôme et détruit son arme. Yann se met rapidement derrière lui et lui tape dessus avec un tir de canon à bout portant. Sia est tellement trempé que NASA pourrait envoyer un explorateur martien entre ses jambes en voyant sa puissance, et Yann se montre arrogant. Cependant, la bataille n'est pas terminée. Un serpent géant émerge de la flamme et attaque Yann, le projetant dans les airs. Le chef fantôme a libéré son attaque ultime en transformant son bras en serpent pour attaquer Yann, et il a soudainement pris l'avantage dans le combat. Il continue d'attaquer et de le repousser, mais Yann attrape le serpent et le balance autour de lui, ce qui est une image assez précise de moi chaque nuit. Yann fracasse le chef fantôme contre un bâtiment, mais cela le rend mal à l'aise. Le grand serpent attaque de terre, et tandis que Yann essaie de l'esquiver, le fantôme l'atteint depuis le haut. Le chef fantôme se précipite à nouveau vers lui. Il le frappe, l'atteint avec son serpent, et puis le traîne à travers 3 étages de béton. Le chef fantôme pense qu'il a gagné, et proclame qu'il est le chef de cette région maintenant qu'il a le plus beau paysage ici. Il commande ensuite à ses subordonnés de s'amuser à tuer la fille et l'homme, et Sia pense qu'ils sont vraiment fichus maintenant. Stutely, elle entend la voix de Yann qui sort des décombres comme s'il était le Undertaker. Il se relève, disant au chef que les rois du monde des fantômes choisissent les humains comme gardiens des rues infernales, juste parce qu'ils ont la capacité de conclure un contrat avec des esprits gardiens, et avec leur aide, ils deviennent invincibles. Yann déclare qu'il n'a pas voulu utiliser ça, mais maintenant, il n'a pas d'autre choix que de libérer son esprit gardien. Il appelle son esprit Xushu, le chevalier flamboyant géant brandissant son gigantesque sucette. Yann ordonne à Xushu de finir le fantôme, et celui-ci immédiatement le broie avec son marteau lourd. L'impact de l'attaque est tellement violent qu'il écrase la rue, évanouit tous les fantômes sur son passage et crée un lac de lave au fond. Les fantômes restants sont trop terrifiés, et quand Yann déclare que cette rue est son territoire, ils tombent tous genoux devant lui. Sia s'évanouit après avoir vu tout ça, et elle fait un rêve où un père dieu encadré de chaînes la regarde. Elle se réveille en sueur et constate qu'elle est toujours sur la rue du démon. Elle panique et demande si cela signifie qu'elle est morte, mais Yann lui dit qu'elle n'est pas encore là-bas. Il lui explique que chaque rue infernale est protégée par une barrière spirituelle que les humains ordinaires ne peuvent pas entrer. S'ils le font, le chef de la rue a le droit de utiliser ses pouvoirs psychiques pour cuire leur cerveau et les transformer en légumes. Yann active ses pouvoirs psychiques et avance menaçant vers Sia, promettant de ne pas être trop doux avec elle. Elle est terrorisée et supplie qu'il arrête. Il lui dit soudainement qu'il y a un cas où les humains peuvent entrer dans une rue infernale, et c'est s'ils sont des hôtes d'esprit et peuvent de contacter des esprits gardiens. Comme Yann ne sent aucune énergie spirituelle chez Sia, il est sur le point de cuire son cerveau quand elle lui jette son sac. Il l'envoie rageusement de côté et ses documents volent partout, et une carte noire étrange atterrit sur le bureau de Liang. Il lit la carte et la montre à son frère. Yann est surpris de voir le nom de Santom que Sia se souvient avoir rencontré plus tôt comme une voyante suspecte. Yann essaie maintenant méfiant et demande à Sia d'expliquer exactement comment elle est arrivée ici. Elle lui montre le message qu'elle a reçu, l'appelant à un entretien, et les frères réalisent que c'est un message mental envoyé par Santom, ce qui signifie que la fille possède une certaine quantité d'énergie spirituelle. Yann a également quelques comptes à régler avec Santom, et voyant que Sia était une autre victime de ses farces, il décide de la pitié et de la renvoyer chez elle. Il la sort et lui dit de monter sur sa moto et de se tenir fermement pour qu'il puisse sentir du mouvement chaque fois qu'il accélère. Ils partent, et Sia découvre que la rue du démon est une ville entière. Yann explique qu'elle était initialement juste une rue, mais puisque la population humaine a augmenté, la population d'esprits a également augmenté. Il ajoute que les rois du monde des fantômes ont le devoir de guider les esprits vers l'autre côté. Cependant, en raison du problème démographique important, les esprits doivent attendre si longtemps que beaucoup d'entre eux perdent espoir et deviennent comme les fantômes qu'ils ont rencontrés la nuit précédente.
Il est la mission des chefs comme Yan de prévenir les esprits malveillants, d'attaquer les esprits normaux et les humains ordinaires. Il lui raconte une théorie multiverselle folle et comment il y a des milliards de rues infernales et autant de chefs qui doivent veiller sur les esprits là-bas. Sia lui demande ensuite de lui montrer le grand esprit qu'il a invoqué hier et Yan l'invoque à nouveau pour qu'elle puisse le voir. Chouchou sort en montant un cheval brûlant géant comme le cavalier du diable d'un autre univers. Yeon affirme que seuls les humains avec un esprit gardien fort peuvent devenir les chefs des rues saines et ils ont la priorité pour entrer dans l'au-delà, alors que les humains ordinaires doivent attendre dans des files plus longues que celles du jour de sortie d'un nouvel iPhone. Soudain, il arrête la moto car de nombreux fantômes hésitent autour de la zone. Yan dit à Sia que la rue du démon est centrée autour de la colline, qui est son foyer, et plus il s'éloigne d'elle, plus les chances de trouver des fantômes sont grandes. Il lui dit de se cramponner à lui alors qu'il conduit droit au travers de la horde de fantômes, les renversant de gauche à droite. Suchu le suit de près, achevant tous les fantômes que son maître renverse. Yan prend ensuite un virage à angle droit et entre dans une rue aussi large qu'une moyenne salle de bain à New York. La moto presque traverse la rue étroite et saute dans l'air avant de se poser sur un escalier. Yan a probablement un rush en sentant deux boules qui bougent contre son dos pendant qu'il roule sur les escaliers et il décide de foncer droit dans le mur devant eux. Sia crainte que cela soit une façon ridicule de gagner facilement des cadeaux, mais au final c'est quelque chose de Harry Potter style, et la moto traverse le mur pour entrer dans le monde moral. Yan dépose Xia chez elle et il ne sera pas content d'un simple merci parce que Bro est un marcheur. Elle paye malgré tout et demande si la personne nommée Santong qu'il a envoyée dans la rue est aussi un chef et Yan répond qu'elle n'est pas. Santong est quelqu'un qui a été envoyé dans le monde humain par les rois du monde des fantômes, des humains qui pourraient devenir des hôtes d'esprit de haut niveau. Sia ne pense pas qu'elle soit spéciale, mais Yan écrit quelque chose sur sa main et la montre à elle. Elle peut lire les lettres lumineuses, mais un élève passant ne voit rien. Yan explique qu'il a utilisé ses pouvoirs psychiques pour écrire le message et que seuls les hôtes d'esprit de haut niveau peuvent le voir. Il croit que Sia a un esprit gardien de haut niveau dormant en elle. Même si elle ne s'en rend pas compte, l'esprit se manifestera progressivement à travers des rêves étranges au fil du temps. Avec cela, Yan lui dit de ne plus jamais revenir sur la rue du démon car il veut rien à faire avec elle ou Santom. Il ne s'en soucie pas si la personne était envoyée par les rois du monde des fantômes eux-mêmes, et la seule chose qu'il sait, c'est que la rue du démon est son territoire. En entendant ces mots, Sia ressent une pluie d'eau dans son pantalon, et elle ne peut que regarder Yan s'éloigner. La nuit, Sia ne peut que penser à ces mots sur le fait qu'elle a un esprit gardien de haut niveau, mais elle ne verra peut-être jamais ce dernier normalement. Elle est dérangée par cela et décide de chercher sans une façon de réveiller son esprit gardien, mais elle obtient seulement des publicités inutiles et des sites web escrocs. Malgré cela, elle décide de donner un essai et commence à agir ridicule devant le miroir. Elle pense qu'elle est une magicienne ou quelque chose et appelle son esprit gardien, mais bien sûr, rien ne vient. Elle essaye tout ce qu'elle peut, des slogans Power Rangers aux expecto patronum, mais le résultat est un grand nada. Elle tombe dans son lit, déprimée qu'elle est une perdante qui ne peut rien faire, et commence à fantasmer sur Yan. Cela lui donne une idée et elle réalise qu'il peut l'enseigner comment invoquer son esprit gardien. Donc, comme une imbécile, elle retourne sur la rue du démon la nuit suivante. Heureusement, l'une de ses cellules cérébrales revient de vacances, et craignant que les fantômes ne l'attaquent à nouveau, elle décide de ne pas y aller. Sia pense que vivre une vie d'aventure ne lui convient pas, et elle devrait juste être une extra anonyme qui vit et meurt sans avoir d'impact sur le monde. Le lendemain, elle retourne à une foire d'emploi et finit par être sélectionnée lorsqu'elle offre un sous-main au recruteur légèrement séduisant. La nuit, elle célèbre son premier emploi et jette ses copies de CV. Elle trouve le tract de Santom parmi eux et pense qu'elle n'en a plus besoin maintenant, donc elle le jette par la fenêtre. Cependant, le tract va droit à un robot sorti tout droit d'une série Terminator et il détecte de l'énergie spirituelle dans celui-ci. Il scanne l'entourage et trouve que cela vient de la fenêtre de Sia et il décide d'arrêter Sia. Dans sa chambre, Sia crée des scénarios imaginaires comme nous le faisons avant de dormir. Lorsque soudainement elle voit le robot Terminator dans sa chambre. Elle panique en le voyant et puis soudainement le robot saisit son cou et la pince contre le mur. Le robot la scanne en la strangulant de manière non sadique et trouve quelque chose de bizarre à son sujet. Le robot est sur le point de la terminer lorsqu'un quelqu'un saisit sa tête et la broie comme un œuf. Yan tombe au sol et découvre que celui qui l'a sauvé était Santom. La voyante dégueulasse, il lui dit que le robot Terminator a été envoyé par un groupe appelé La Couronne qui veut voler son esprit gardien. Elle ne le croit pas, mais il n'y a pas de temps pour demander des détails car une bande de robots commence à entrer dans sa chambre. Santom jette son manteau et se prépare à combattre et dit à Sia de courir vers la rue du démon immédiatement. Elle court tandis que Santom combat les robots. Liang essaie de prendre l'ascenseur mais les robots sont déjà là et elle est trop paresseuse pour grimper jusqu'au rez-de-chaussée en prenant l'escalier, donc elle court jusqu'à la toiture.
Elle s'y barricade, mais les robots grimpent dehors car ils ont des gènes Spider-Man. Ils l'encerclent et puis la porte de la toiture s'ouvre avec un autre robot sortant. Heureusement, Phantom l'abat rapidement puis attaque les autres robots pour garder Sia inutile en sécurité. Cependant, il y a trop de robots pour qu'il puisse les abattre tous et lui et Sia sont coincés contre le bord de la toiture. Elle lui demande quoi faire maintenant et il simplement la pousse du toit, espérant que Grabichan ne l'envoie pas dans un monde Ishikan. Heureusement, elle atterrit dans l'ascenseur de nettoyage des vitres et Phantom coupe les cordes pour la faire descendre rapidement. Grâce à lui qui tient les cordes, elle ne meurt pas de l'impact. Phantom lui dit ensuite de courir vers la rue du démon car elle sera en sécurité là-bas et Sia regarde les robots rampant vers elle avant de filer. En jurant de son esprit gardien pour l'avoir mise dans cette situation, elle ne reconnaît même pas Truck-kun venant la chercher. Mais ensuite, elle devient la première femme de l'Animeverse à vaincre Truck-kun invincible. Sia tremble sur le sol alors que Phantom la rattrape et elle lui dit que son esprit gardien l'a protégée du camion. Bientôt après, ils arrivent à chez Yan au centre de la rue du démon et Phantom dit à Sia que c'est le lieu le plus sûr pour elle en ce moment. Li Yang l'accueille et Sia loue son gentillesse en comparaison avec son frère idiot. Yan arrive juste à ce moment-là et il n'est pas content que Sia se plaint derrière son dos tout en buvant du thé chez lui. Il lui demande ensuite pourquoi elle est là quand il lui avait clairement dit de ne jamais revenir et elle pointe Phantom qui l'a amené ici. Après cela, Liang montre à Sia les noms de tous les membres de sa famille attachés à l'arbre sacré devant leur maison, tandis que Phantom demande à Yan de former la fille. Il refuse, disant qu'il ne dirige pas d'école et si la fille a besoin de formation, elle peut aller aux îles de la mort. Cependant, Phantom rappelle qu'aux îles de la mort, comme sur les îles d'Epstein, Sia est un peu trop âgée pour y être envoyée. Elle corrige seulement la partie âgée de leur conversation et bien qu'il s'énerve sur Yan pour parler d'elle comme une femme typique, elle affirme qu'elle s'identifie comme un enfant et elle peut faire tout ce que peuvent faire d'autres enfants. Samtong met fin à leur querelle et dit à Yan que même s'il ne veut pas former Sia, il veut qu'elle reste avec lui pour le moment car elle est poursuivie par la couronne. Il ajoute que le nombre accru d'esprits malveillants qui deviennent de plus en plus puissants est aussi dû à la couronne. Santon dit que cela va causer des problèmes pour le monde des fantômes et ses rois, et en tant que chef, Yan devrait faire de son mieux pour aider. Il refuse de faire plus que le strict minimum pour conserver son emploi car il n'a pas pris ce poste pour le bien du monde des fantômes en premier lieu. Il voulait simplement garder la rue du démon en sécurité car c'était son chez-soi et il ne va pas se prostituer pour garder ce poste. Yan refuse d'être nounou de Sia et elle lui lance que c'est une femme forte et indépendante qui peut faire tout type de travail ménager elle-même. Bien, elle est tombée dans le plus vieux stratagème du livre et Yan lui dit que pour avoir une place ici, elle doit travailler comme une servante sans salaire. Il apprend ses fantasmes kink en la faisant jouer le rôle d'une servante et en la servant ainsi que son frère. Elle fait tout ce qu'on lui dit de faire et Yan sonne un clochette chaque fois qu'il a besoin d'elle. Il veut même qu'elle prenne son travail de livreur de nourriture pour qu'il puisse juste se reposer toute la journée, mais Xia ne veut pas de ça. Même Liang dit à son frère que l'envoyer dans le monde humain sera risqué car la couronne la cherche. Yan abandonne l'idée de l'envoyer dehors, mais il l'appelle toujours un espace inutile, comme mes parents m'appellent. C est furieuse d'entendre ça et enlève sa tenue de servante, disant qu'elle paiera s'il veut de l'argent. Yan devient avide et décide de lui facturer un loyer élevé, mais il se rend compte qu'il ne connaît pas les loyers de sa ville, et il demande 100 $ par mois. Seo est surprise et lui donne 200 $ au lieu de ça, et en recevant cet argent, Yan devient féministe et commence à la servir. Les rôles sont inversés, mais cette fois, elle est celle qui sonne la clochette pour lui donner des ordres. Yan est épuisé à la fin de la première journée et il rit de lui pour avoir vendu son corps pour 200 $ comme une OnlyFan penserait. Il lui demande ensuite pourquoi la couronne poursuit la fille et ils appellent Phantom pour obtenir des réponses. Il répond que c'est à cause de l'esprit gardien puissant de Sia et de l'élixir de révivification que l'esprit garde. L'élixir peut ramener les morts à la vie et Phantom dit à Yan qu'il peut aider Sia à invoquer son esprit gardien et être sur son bon côté. Elle pourrait lui donner quelques gouttes qui pourraient ramener les personnes qu'il veut. Yan ne Wan Quan Fanyi Ruxia. Après 10 ans, leur vie normale va être interrompue par une femme nommée Xia. Elle est une chômeuse chinoise sans emploi qui a trop grandi pour travailler dans une usine et n'a pas trouvé de vrai travail. Le premier jour de sa recherche d'emploi, elle rencontre une voyante très suspecte qui n'est autre que Phantom. Elle refuse de croire aux conneries astrologiques de celle-ci, mais est renversée par un livreur de nourriture nerveux qui lui extorque de l'argent et lui dit d'être reconnaissante qu'il ne soit pas alors qu'elle réfléchit à la possibilité de commencer. Elle est rejetée par plus de gens en une journée un entretien d'embauche toute ma vie. La bimbasse se précipite vers l'adresse donnée dans le message et arrive sur une rue appelée rue du démon.
La prochaine étape de l'entraînement consiste à porter une lourde carapace de tortue en montée, puis il lui apprend à se mordre le pouce comme dans un anime sur deux quand il faut invoquer quelque chose. Ensuite, Sia doit manier l'épée d'Asta de Black Clover et après ça, elle s'entraîne pour devenir Roronoa Azoro. Plus tard, Yann lui apprend à briser du bois avec des coups de tête, mais la seule chose qu'elle brise, c'est son nez. À la fin de la journée, Sia est épuisée, mais Liang lui assure que c'est la bonne méthode d'entraînement comme il est écrit dans les livres sacrés. Sia cherche des manuels de kung-fu sérieux, mais elle est furieuse de découvrir que Yann l'entraînait avec des mangas One Piece et Dragon Ball comme référence. Elle appelle aussitôt Santong pour se plaindre, une vraie râleuse, disant que Yann lui apprend des trucs tirés de ses BD. Elle se plaint que c'est grave qu'il ne l'entraîne pas correctement, mais Santong prend le parti de Yann, affirmant que la méthode d'enseignement lui appartient. En entendant cela, Sia déclare qu'elle ne peut plus rester ici et demande à Santong de l'emmener avec lui. Il refuse, expliquant qu'il est en mission dangereuse pour retrouver un criminel en fuite repéré dans les environs. Yann est curieux de l'affaire et quand Santong révèle le nom du criminel, Longda, lui et son frère sont agités car c'est l'homme responsable de la mort de leurs parents. Santong leur dit de se calmer car le signalement est sûrement une fausse nouvelle et ils ne trouveront pas le vrai Longdao même en cherchant. Sur ce, il part et Sia est frustrée qu'il n'ait rien fait pour elle. Elle refuse de croire les conneries que Yan lui vend, lui qui ne cesse de répéter que tout est possible si l'on croit en ses objectifs. Il ne supporte plus ses caprices et lui dit que quelqu'un qui ne croit pas en soi ne peut croire en personne. Il ne veut pas aider une perdante désespérée comme elle et Sia est sidérée car personne ne l'avait remise à sa place comme ça depuis des mois. La nuit, elle ne pense qu'à lui quand soudain, elle entend un grand boom au loin. Xia regarde par sa fenêtre, voit de la fumée s'élever d'une partie de la ville et va voir ce qui se passe. Liang lui dit que c'est une attaque d'esprit maléfique et lui demande de venir voir comment il gère ça, car ça fait aussi partie de l'entraînement. Yan dit qu'il n'y a pas besoin de traîner un boulet comme elle et il part avec Liang sur sa moto. Xia est furieuse, alors elle décide de le suivre par pure vengeance. Yan et Liang arrivent sur les lieux de l'incident avec un cygne géant bandé. Il saute et invoque son esprit gardien, Xukyu, et ils commencent à faire le ménage avec les fantômes un par un. Yan saute ensuite très haut dans le ciel et lance une attaque puissante sur les fantômes, leur offrant un Oppenheimer en 4K. Alors qu'il redescend et que le feu s'éteint, un fantôme tente de l'attaquer, mais Liang l'élimine avec une dague. Il rejoint son frère et lui dit que le niveau et le nombre de fantômes augmentent. Comme Santong l'avait prédit, cela a un lien avec la couronne et Liang pense qu'il teste la force des défenses de Demon Street. Yan rejette tout sur Xia alors qu'il commence à combattre la vague suivante de fantômes. Bientôt, Xia arrive aussi et le voit se battre. Alors qu'elle sent une drôle de sensation l'envahir, Liang s'approche et lui dit que son frère n'a pas toujours été si fort et qu'il n'avait pas non plus le puissant Suchu à ses côtés. Soudain, un fantôme surgit derrière eux et Liang l'assomme d'un seul coup de poing avant de dire à Xia que la taille du corps n'a rien à voir avec la vraie force. Il ramasse l'épée du fantôme qu'il vient d'abattre et attaque ceux qui les entourent pour montrer à Sia que la vraie force vient de la confiance en soi. Il abat quelques fantômes avec l'épée puis la jette pour combattre avec ses coups de pied. Les fantômes ne font pas le poids face à sa vitesse et Liang les vainc facilement. Il se précipite ensuite vers Sia qui ne voit pas les fantômes approcher et lui sauve son pauvre derrière. Il la sermonne ensuite, disant que si elle croit en elle et fait beaucoup d'efforts, elle peut devenir forte même en suivant n'importe quel BD. On dirait que le charisme est une affaire de famille et Sia sent que même Liang est assez homme pour combler ses désirs. Bientôt, Yan en finit avec tous les fantômes et ils mettent fin à la nuit. Le lendemain, Sia reprend l'entraînement de tout son cœur et maintenant elle peut retenir sa respiration plus de 3 minutes d'affilée. Yan est satisfait et déclare qu'elle est prête à s'exercer à invoquer un gardien spirituel. Plus tard, alors que Sia médite sous le grand arbre, elle aperçoit de nouveau son esprit gardien scellé, et alors qu'il tente de l'approcher, elle fait pipi dans sa culotte et interrompt sa méditation. Liang est là pour la soutenir et lui demande comment s'est passée sa rencontre avec l'esprit gardien. Elle répond que l'esprit semblait grognon et Liang trouve ça étrange. Il explique que les esprits gardiens se manifestent surtout quand leur maître est en danger et Sia se souvient aussitôt comment il l'a sauvé plus tôt. Elle pense avoir fait quelque chose pour contrarier l'esprit et décide d'en parler à Yan plus tard. En parlant de Yan, elle réalise qu'il est souvent absent de la maison ces derniers temps et Liang lui dit que c'est parce qu'il cherche le criminel nommé Longdao. Yan parcourt la ville contactant d'autres chefs pour voir s'ils ont des informations sur Longdao. L'un des chefs, en bon terme avec lui, dit n'avoir rien entendu sur le criminel, mais lui conseille de s'en tenir éloigné car cette affaire relève de la juridiction du monde des fantômes. Yan n'est pas du genre à suivre les règles et l'autorité, alors il continue de chercher Longdao, demandant aux gardiens et aux gens ordinaires s'ils ont vu l'homme.
Alors qu'il interroge un employé de station-service, un membre de la couronne l'espionne via un robot. Il pense que c'est le bon moment pour s'en prendre à Sia puisque son garde du corps n'est pas près d'elle. Mais un camion passe devant son robot et juste à ce moment-là, Yan disparaît. Il se place juste derrière le robot car il l'avait repéré depuis longtemps. Yan arrache la tête du robot et remarque alors que même Santong rôde dans les parages. Il demande à Santong pourquoi il le suit au lieu de chercher Long Dao et celui-ci répond que Yan fait déjà son travail. Long Dao a tué les parents de Yan, le laissant devenir un Batman sans fortune familiale et maintenant il veut se venger. Santong lui dit que personne n'a pu le trouver depuis plus d'une décennie et en plus, il n'y a aucune preuve concrète qu'il ait tué les parents de Yan. C'est pourquoi il veut qu'il se concentre sur la protection de Sia contre la couronne car ils essaient trop fort de l'atteindre. Santong pense que l'organisation pourrait trouver un moyen d'entrer dans Hell Street sans pouvoir spirituel et pour savoir ce qu'il prépare, il décide de pirater le système du robot. Il parvient à se connecter avec l'officier de la couronne qui en sait beaucoup sur le fonctionnement de Hell Street. Santong lui dit que ce n'est pas très viril de cacher son nom dans un combat, mais le méchant se moque de lui, affirmant qu'il a déjà gagné la bataille. Il dit à Yan que Sia n'est pas en sécurité même dans sa Demon Street, car même s'il ne peut pas y entrer, il peut engager quelqu'un qui le peut. Pendant ce temps, Sia essaie toujours de méditer, même la nuit. Liang lui demande si elle ne dort pas parce qu'elle s'inquiète pour son frère, mais elle ne l'admettra pas. Au lieu de cela, elle s'inquiète pour sa sécurité. Elle pense que la couronne doit savoir qu'elle se cache ici, et en l'absence de Yan, il pourrait tenter de l'attaquer. Malgré les assurances de Liang, elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Elle pense que les problèmes avec son esprit gardien sont liés à la couronne et aussi au criminel Long Dao. Liang veut la laisser mijoter, mais soudain, il sent quelque chose voler vers eux. Sia tombe sur les fesses et Liang monte la garde devant elle face à un démon araignée géant. Il dit à la fille de retourner à la maison et de laisser un homme faire le travail de la protéger, mais elle essaie de jouer les féministes. Une attaque de Liang coupe le rocher derrière elle en deux et elle court vite se réfugier dans la maison. Le démon araignée attaque Liang qui saute simplement pour l'esquiver puis lui lance ses couteaux imprégnés de foudre. Les couteaux frappent dans le démon avec un puissant courant électrique, mais ce n'est pas suffisant pour lui infliger de sérieux dégâts. L'araignée crache ensuite une toile sur Liang et il l'esquive, seulement pour découvrir qu'elle était plus tranchante et puissante qu'une épée coupant à travers son mur. Alors que Liang est distrait par Zia, l'araignée lui lance sa toile, mais il décide de l'affronter de front, il fonce vers le filet, le déchire avec son couteau de foudre, puis attaque l'araignée seulement pour se faire gifler et projeter dans le débarras. Sia essaye de l'aider mais se retrouve piégé dans une toile et l'officier de la couronne qui observe rit, pensant sa victoire assurée. Yan lui dit qu'il est trop tôt pour crier victoire car les situations désespérées révèlent la vraie puissance des gens. L'homme se contente de rire alors que son araignée couvre et bâillonne Sia avec sa soie, s'assurant qu'elle ne puisse même pas tenter d'invoquer son esprit gardien. Eh bien, Yan lui dit qu'il n'attendait de toute façon rien d'une femme et que celui dont il parlait le potentiel était son propre frère. Soudain, Liang exécute le mouvement signature pour invoquer les esprits gardiens et fait apparaître un chevalier steampunk nommé Tang Liuyu. Il fonce vers le démon araignée et lui coupe un bras d'un seul coup avant que son esprit ne lui donne un puissant coup de poing. L'araignée réalise qu'elle ne peut pas gagner ainsi et libère les œufs de son dos partout pour l'aider à combattre. Liang lui dit que cela ne suffira pas à le vaincre. Il commande son esprit, Li Liu, qui invoque un lance-missile portable et s'envole ensuite avec son maître. Il lance les missiles qui s'élèvent et entrent en collision pour créer un circuit spirituel. Liang déclare qu'il va finir le combat avec son meilleur coup et fait pleuvoir des attaques de foudre sur l'araignée et ses petits rassemblés en dessous. La pluie de foudre provoque des explosions en série et transforme la cour en quelque chose qui ressemble à mes routes locales. Dia est bouche bée car tout ce temps, elle pensait que Liang n'était pas un hôte spirituel et maintenant il a soudainement invoqué un esprit gardien de nulle part. La vérité est vite révélée alors que l'esprit s'agenouille et que Liang en retire sa batterie. Il explique à Xia que ce n'est qu'un mecha qui fonctionne à l'énergie spirituelle, probablement comme les robots Terminator qui en ont après sa vie. Sia est déprimée qu'un gamin, littéralement sans gardien spirituel, soit plus puissant qu'elle et elle réalise que c'est peut-être parce qu'elle est une femme. Elle demande à Liang de lui fabriquer un mecha aussi, car son gardien spirituel ne semble pas vouloir sortir quoi qu'il arrive. Il répond simplement que laisser une femme manipuler une technologie de si haut niveau serait dangereux, et en plus, ce n'est utile que contre les petites frappes. Liang explique que le mecha a des fonctions limitées, mais un esprit gardien peut grandir avec son maître et même évoluer davantage. Sia n'est pas convaincue et pense qu'elle s'en sortirait très bien avec un mecha quand soudain Yan et Santong arrivent. Tandis que Yan répare les dégâts de sa maison avec l'aide de Xoshu, Santong dit à Sia qu'un esprit gardien n'est pas destiné qu'au combat. C'est comme un ami et un soutien constant pour son maître, et il ne peut être invoqué que lorsqu'ils ont un niveau de respect mutuel. Une fois l'esprit invoqué, il se rapproche de son maître
et ils deviennent plus forts ensemble. Santong dit ensuite à Xia que la couronne est après son esprit gardien parce qu'il est spécial, et si elle veut l'empêcher de tomber entre de mauvaises mains, elle doit l'invoquer bientôt. Xia répond nerveusement qu'elle a peur chaque fois qu'elle se retrouve devant son esprit gardien, et quoi qu'elle lui dise, il ne semble pas l'écouter. Santong est curieux et demande s'il y a autre chose de particulier, et juste au moment où Xia s'apprête à lui dire que son esprit est lié par des chaînes, Yan l'interrompt. Il dit qu'elle n'arrive pas à invoquer l'esprit parce que c'est une perdante qui ne travaille pas assez dur, et à partir de demain, il va doubler son entraînement. Elle s'en plaint, mais il répond qu'ils n'ont pas beaucoup de temps car la couronne semble avoir découvert la faiblesse des défenses de Demon Street. Yan affirme qu'il ne peut pas protéger la frontière trop longtemps, et tôt ou tard, ils enverront des créatures plus puissantes que l'araignée pour l'attraper. Yan augmente l'intensité de l'entraînement de Xia, et elle continue de faire les étapes pour invoquer son esprit gardien. Elle en est vite gênée et commence à se quereller avec lui. Xia demande à Yan comment il peut invoquer son esprit sans les gestes théâtraux, et il répond qu'il a un lien étroit avec son esprit et beaucoup d'énergie spirituelle. Les gestes ne servent qu'à contrôler le pouvoir spirituel des débutants pour qu'ils puissent invoquer l'esprit, et lui a déjà maîtrisé son contrôle sur son pouvoir, donc il n'en a pas besoin. Pendant ce temps, Liang et Santong soupirent, simplement devant leur comportement. Santong dit qu'amener la fille ici n'était pas seulement pour son entraînement, mais aussi pour le bien de Yan. Il sait à quel point il est impatient, et en plus, il semble être aveuglé par sa force et sa fierté. C'est pourquoi il veut qu'il en apprenne davantage sur lui-même en enseignant à quelqu'un d'autre. Liang lui demande s'il fait cela pour se racheter de ses actions passées, et Santong répond qu'il ne se souvient pas de grand-chose du passé. Pour l'instant, tout ce qui l'importe est que Xia invoque son esprit gardien avant que la couronne ne la trouve. Après un certain temps, Yan abandonne l'enseignement à l'ancienne et pense qu'il pourrait essayer quelque chose de plus audacieux. Il a entendu dire que son esprit s'était manifesté pour la protéger de ce foutu camion, alors il décide de capitaliser là-dessus. Yan invoque Xukyu et lui dit de prendre la fille et de le suivre. Elle dit que la résistance est inutile alors que Xukyu la soulève et suit son maître jusqu'au bord de Demon Street. Yan dit que c'est un bon endroit pour qu'elle commence à s'entraîner car il y a beaucoup de fantômes assoiffés de sang ici. Avant que la pauvre fille ne puisse même comprendre ce qu'il veut dire, Yan la laisse là et s'enfuit avec Suchu. Xia est terrifiée et cette peur lui donne tous les stéroïdes nécessaires pour courir plus vite qu'Usain Bolt et rattraper la moto de Yan en un instant. Elle ne veut pas mourir aux mains des fantômes, et il répond que son esprit gardien la protégera certainement. Il lui dit que si elle ne prend pas ce risque, elle mourra sûrement quand l'organisation de la couronne la trouvera. Yan dit ensuite à Suchu de faire en sorte que la fille s'éloigne de lui, et s'éloigne au loin. Alors que les fantômes commencent à grouiller autour de Xia, même Suchu prend congé et entre dans le sol par un portail. Maintenant, elle est terrifiée et ne peut même pas faire le geste pour invoquer un esprit. Heureusement, Yan, Liang et Santong sont tous à proximité au cas où quelque chose arriverait. Les fantômes se rapprochent de Xia et elle fait de son mieux pour les esquiver et les repousser. Un fantôme l'appréhende par derrière et la saisit et les autres la clouent au sol. Liang veut l'aider immédiatement mais Yan lui dit d'attendre un peu plus longtemps. Xia se rapproche de la mort à chaque seconde qui passe et elle crie à l'aide. Son esprit gardien est sur le point de se réveiller et de lui sauver les miches quand soudain, Yan et les deux autres hommes interviennent et envoient les fantômes voler. Ils sont intervenus uniquement parce qu'ils pouvaient sentir l'esprit gardien de Xia et ont découvert la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas sortir. Il était lié par quelque chose appelé la chaîne du cœur et seul Xia peut briser ces chaînes et le libérer en tant que son maître. Cela pourrait prendre trop de temps à faire seul, et Yan déclare qu'ils n'ont pas ce genre de temps. Le lendemain matin, Yan et Santong prennent le thé, et Santong dit que le seul moyen pour Xia de briser la chaîne du cœur à temps est de la laisser consommer la branche de l'arbre sacré de la pagode devant sa maison. Yan refuse de la laisser faire car l'arbre appartient à sa famille, et il n'a pas l'intention de laisser quiconque l'utiliser à des fins personnelles. Juste à ce moment-là, Xia arrive et demande de quoi il parle. Santong l'emmène dehors et lui dit que si elle consomme n'importe quelle partie de l'arbre sacré de la pagode, qui absorbe le pouvoir spirituel de l'atmosphère, elle connaîtra une explosion de pouvoir spirituel en elle-même. Elle est en colère que Yan ne lui ait pas dit cela, et il lui répond que ce n'est pas ses affaires de le savoir. Xia dit qu'elle veut manger la branche de l'arbre immédiatement, mais Yan refuse. Il dit qu'elle compte toujours sur des raccourcis et fuit la pratique. Il l'accuse de ne pas travailler assez dur, un peu comme les milliardaires le disent aux smicards qui travaillent pour eux. Elle s'emporte en entendant cela et dit qu'elle travaille vraiment dur et que Yan doit être aveugle s'il ne le voit pas. Il considère ces mots comme de simples excuses et la fait taire pour de bon. Santong arrête leur dispute et dit à Yan de réfléchir calmement à son choix. Cette nuit-là, alors que Yan est au lit, Liang lui demande s'il ne peut pas simplement oublier le passé et laisser la fille désespérée manger une branche de l'arbre de la pagode. Il refuse car le pouvoir de l'arbre a indirectement mené leur famille à la ruine. Liang comprend son raisonnement mais il pense que Xia pourrait peut-être contrôler la montée de pouvoir. Il lui fait confiance mais Yan, lui, non.
Pendant ce temps, Xia est assise, seule au bord de la colline quand Santong la dérange. Elle le prend pour un psy gratuit car il est en partie responsable de tous ses problèmes. Xia a commencé à douter d'elle-même après ce que Yan a dit plus tôt et elle pense qu'elle est vraiment une lâche. Santong essaie de la convaincre qu'elle travaille dur mais ils n'ont pas assez de temps pour obtenir des résultats à l'ancienne. Xia lui demande ce qu'elle devrait faire dans ce cas et il lui dit simplement de décider elle-même car c'est sa vie. Elle devient encore plus déprimée après avoir entendu sa réponse car si elle avait fait de meilleurs choix dans le passé, elle ne serait pas là comme ça. Santong part sur ses mots et quelques instants plus tard, Xia décide d'examiner de plus près l'arbre sacré de la pagode. Elle tourne autour et trouve l'étiquette de nom appartenant à Yan et à son frère. Cela lui rappelle ses mots durs de plus tôt et elle décide de ne pas y prêter attention et de voler une branche de l'arbre sacré de la pagode. Elle commence à grimper à l'arbre, pensant à tous les échecs de sa vie, ce qui représente en gros 80% du temps total qu'elle a passé à vivre. Cependant, dès qu'elle atteint une branche, Xia commence vraiment à penser qu'elle n'a pas assez essayé et qu'elle compte toujours sur les autres pour l'aider. Elle décide de descendre de l'arbre sans rien voler et de travailler dur seule pour libérer son esprit gardien. Yan, qui observait tout depuis la fenêtre, est satisfait qu'elle ait fait le bon choix. Il retourne dans sa chambre après cela, mais ressent soudain des perturbations partout dans Demon Street. Il court dehors, suivi par Liang, et même Santong arrive. Il remarque un portail s'ouvrir dans le ciel, et l'homme de la couronne, qui veut kidnapper Xia, est là avec tous ses robots. Il leur ordonne d'infiltrer Demon Street et de lui amener la fille à tout prix. Les robots se déchaînent dans les rues et harcèlent chaque idiot qui pensait que l'IA ne pourrait jamais prendre le dessus sur l'humanité. Tout le monde court pour sa vie en se faisant tabasser et Xia et Liang se demandent de comment la couronne a pu ouvrir un portail dans le ciel. Yan dit que ça n'a même pas d'importance, invoque Xiuqiu et lui dit de fermer le portail. Liang veut aussi se joindre à l'action mais Yan lui ordonne de rester en retrait pour veiller sur Xia. Yan et Satushu foncent vers la zone où les robots sèment la panique et les neutralisent en un éclair. Les robots ne font absolument pas le poids face à Yan qui les balaye d'un combo digne des Stickmin Legends, les anéantissant tous en un clin d'œil. Il se rapproche rapidement du portail céleste et, en y jetant un œil, découvre que la couronne a infiltré la rue des démons via une autre rue de la santé. De là, alors qu'il s'apprête à s'approcher du portail pour le détruire, un autre s'ouvre soudainement, au loin. Yan est cerné par les robots, il ordonne donc à Xutude de foncer vers la seconde brèche pour la colmater, pendant que lui gère celle-ci. De retour sur la colline, Xia s'inquiète pour Yan et presse Santong de lui venir en aide. Mais Liang, avec un sourire confiant, lui assure que son frère est une force de la nature. Il est persuadé que Yan n'aura aucun mal à gérer ses intrus, même avec 2 portails ouverts dans le ciel. Il se porte la poisse en prononçant ces mots et paf! Un troisième portail s'ouvre juste à côté d'eux. Xia ne peut plus laisser Yan gérer seul et intime à Santong de se rendre enfin utile en le poussant vers cette nouvelle brèche. En apercevant le portail supplémentaire, Yan décide d'employer toute sa puissance pour régler Safissa. Il libère le feu scellé dans son gigantesque schlong, projetant au loin les robots qui l'assaillent. Puis il s'embrase, anéantissant tous les automates d'un seul coup et défiant leur chef. Le boss, réalisant qu'il n'a aucune chance face à lui, préfère envoyer d'autres robots à l'abattoir pendant qu'il détale comme un rat, la queue entre les jambes. Tandis que Yan, Xuchu et Santong se déchaînent sur les 3 fronts, Xia, impuissante, ne peut que s'inquiéter pour leur sort. Cependant, Liang, avec son sens de l'observation aiguisée, il grimpe sur le toit et invoque son esprit mécha Liu Liu pour tendre un piège redoutable aux ennemis à venir. Réalise sa prédiction est si bluffante qu'il ferait fortune en tant que parieur professionnel ou remporterait toutes les ligues de Fantasy Sport. Un portail s'ouvre juste à côté de sa maison et Liang ordonne à son esprit de déclencher leur attaque ultime et de faire pleuvoir la foudre sur eux. Il attaque les robots directement à leur base, ne leur laissant aucune chance de poser le moindre pied dans la rue des démons. Santong a également achevé sa mission et se montre fort impressionné par les compétences de Liang. Chuchu, de son côté, vient à bout des derniers robosaures restants et Yan est le tout dernier à remporter sa propre bataille. Xia, qui a assisté à tout le spectacle comme une vulgaire potiche, se sent terriblement coupable de n'avoir pu apporter aucune aide. Lorsque Liang tente de la réconforter en lui assurant qu'ils continueront de la protéger, même à l'avenir, elle sombre encore plus dans la dépression. Elle refuse d'être une femmelette constamment sous la protection des hommes. Xia se déclare inutile et Yan arrive pile à temps pour lui confirmer qu'elle a parfaitement raison. Il lui rappelle qu'elle était trop faible pour survivre dans le monde humain et a dû se réfugier dans la rue des démons. Et même si, soyons honnêtes, elle est bien trop âgée pour maîtriser son esprit, elle persiste malgré tout. Il la complimente ensuite, affirmant que malgré sa faiblesse et son inutilité, elle n'a jamais baissé les bras. Mais en tant que femme, Xia n'a absolument rien entendu. Après que Yan l'ait traité de vieille baderne, que bien qu'ils aient repoussé les intrus, arrive alors, remarque que la couronne possède la capacité d'accéder à la chamaille à sa guise. Yan se demande comment ils ont pu utiliser d'autres rues de l'enfer avec autant d'insistance, et surtout ce que diable faisaient les autres chefs pendant ce temps.
Santone part approfondir l'enquête, mais à peine a-t-il franchi une porte qu'il découvre que la sortie vers le royaume humain est désormais bloquée. Pendant ce temps, Liang a une illumination. Il pense que les portails sont disposés aux 4 points cardinaux et qu'ils serviront probablement à réaliser une sorte de saut. Eh bien, il s'est encore porté la poisse, le malchanceux. Soudain, les 4 portails libèrent un puissant faisceau d'énergie spirituelle qui converge pile au-dessus de Xia. Le rayon fonce vers le sol, mais Yan réagit à la vitesse de l'éclair et sauve Xia de justesse, l'arrachant à sa trajectoire mortelle. Cependant, ce n'était pas une attaque à proprement parler, mais plutôt un stratagème pour envoyer l'arme secrète de la couronne dans le royaume de Rakshasar. Yan et Xia aperçoivent alors un monstre loup démoniaque à 3 têtes, et Xu avertit son maître que cette créature est d'une puissance absolument redoutable. Le loup semble absolument furieux, et à son rugissement terrifiant, Xia en perd ses moyens et se fait pipi dessus. Elle demande paniquée comment un monstre d'une telle puissance a pu pénétrer la rue des démons. Yan, d'un air blasé, lui répond que ce n'est pas la mer à boire, les barrières des rues infernales ne sont pas si solides, et une créature de cette envergure a bien plus de chances de les franchir que de simples mortels. Cependant, Yan estime que ce monstre est bien trop bête pour avoir pu s'introduire seul dans la rue des démons, il doit forcément y avoir un cerveau pensant dans les parages. Le monstre, sans plus attendre, fonce vers la ville et commence à s'en prendre aux habitants. Tout le monde s'enfuit à toutes jambes, mais une jeune fille, terrifiée et cachée dans une ruelle, est malheureusement débusquée. Le monstre loup s'apprête à s'offrir un petit encas nocturne bien mérité grâce à elle, quand Yan surgit pour l'affronter. Le monstre tente de l'attaquer, mais Yan le repousse d'un coup de pied fulgurant avant qu'il n'ait le temps de réagir, sauvant la jeune fille d'un geste héroïque. La jeune fille lui rappelle étrangement Ru, la fameuse fille au volume 0. Le monstre loup, profitant de sa distraction, l'attaque alors avec un souffle de feu dévastateur. Heureusement, Kaeng Shushu intervient juste à temps pour le sauver, et Yan intime à la jeune fille de s'enfuir et de se mettre à l'abri. Xia et Liang observent le combat depuis une certaine distance. Liang, avec une pointe de fierté, explique que son frère protège la rue des démons depuis la nuit des temps. Et c'est précisément en plein centre-ville, Yan et Xuevuchu affrontent le redoutable monstre loup cracheur de feu. Ce dernier attaque Xuevuchu avec une gerbe de flamme. Mais il parvient à la bloquer et Yan, sans attendre, plaque le loup au sol avant qu'il ne puisse lancer un nouveau souffle ardent. Cependant, il n'est qu'un seul homme face à un loup à 3 têtes, ce qui rend la tâche, disons, un tantinet compliquée. À cause de l'intensité du combat, l'un des esprits terrifiés, tapis non loin, perd tout espoir en l'avenir et se transforme subitement en un esprit maléfique. Il attaque une femme juste à côté de lui, mais heureusement, Yan le remarque à temps et maîtrise l'homme, permettant aux autres de s'échapper. Pendant ce temps, les ravages des attaques du loup s'intensifient, précipitant toujours plus d'esprits vers le côté obscur. Yan ne laissera pas une telle chose se produire. Il crée alors un portail de ses propres mains et demande à Xushu de se tenir prêt pour un changement radical sur le champ de bataille. Yan tire sur le chien avec son shlong, l'irritant juste assez pour que la bête furieuse le suive dans le portail. Chuchulé suit également et le portail se referme derrière eux. Ils débouchent dans un désert aride, un endroit où Yan et son esprit gardien peuvent enfin déchaîner toute leur puissance sans la moindre retenue. Xia est soulagé que la rue des démons ne subisse plus de dégâts, mais soudain, Liang perçoit une attaque fonçant droit sur eux. Il la dévie prestement avant d'exiger que l'agresseur se montre. L'officiel de la couronne s'avance alors et se présente comme Hale, le 9e membre le plus puissant de leur groupe. Un simple coup d'œil suffit à Liang pour comprendre que ce type ne devrait pas s'approcher à moins de 500 mètres d'une cour de récréation. C'est le genre de tête à faire fuir les enfants. Même Xia perçoit immédiatement qu'il a le profil type du genre à vouloir glisser de la propagande LGBT dans les manuels scolaires. Et elle le déteste instantanément pour ça. Hale déclare qu'il est là pour son esprit gardien, et pour l'atteindre, il a dû forcer le passage à travers 4 runes de l'enfer différentes. Alors qu'il déroule son monologue maléfique, Liang l'attaque soudainement, clamant qu'il ne laissera personne faire le moindre mal à Xia ni à cet endroit. Hale se contente de ricaner face à tant d'assurance, lui rappelant qu'il vient tout juste de vaincre 4 chefs, tous bien plus puissants que lui. Liang est désormais nerveux, mais il n'est pas du genre à baisser les bras si facilement, il invoque donc à nouveau Liu Liu. Hale se contente de ricaner, lui expliquant qu'il connaît parfaitement la puissance et les limitations de son mecha. Il sait que Liu Liu ne peut utiliser son attaque ultime qu'une seule fois par jour et que c'est déjà fait, bien sûr. Il éclate de rire, déclarant que la bataille est désormais un jeu d'enfant pour lui et qu'il n'a absolument rien à craindre. Pendant ce temps, Yan et Xushu sont sur le point de se déchaîner sur le loup, qui, le premier, lance son attaque. Chuchu intercepte l'attaque avec sa sucette géante et la repousse d'un coup sec, mais le loup parvient tout de même à le frapper avec un souffle de feu à bout portant. Chuchu continue de tenir le loup en respect, offrant à Yan le temps nécessaire pour charger une attaque dévastatrice qui le projette au loin. Cependant, cette attaque ne cause pas beaucoup de dégâts au loup, probablement parce que c'est aussi un monstre de l'élément feu, mais Yan, dans sa grande perspicacité habituelle, ne semble pas le réaliser. Il ordonne à Xushu de le rejoindre afin qu'il puisse prendre le loup en tenaille des deux côtés et enfin découvrir sa faiblesse. Il fonce vers le loup, Yan l'attaquant de face et Xushu le prenant par derrière, mais attention, sans aucune connotation perverse, hein. Le loup réalise qu'il est pris pour cible et attaque rapidement Xushu, mais Yan le sauve in extremis en tirant un canon de feu sur le monstre. Il retrouve son maître et le remercie chaleureusement de lui avoir sauvé la mise. Ensemble, ils se creusent les méninges pour trouver le point faible de ce monstre. Ils l'attaquent à nouveau. Due Jushu distrait la bête avec sa sucette géante, tandis que Yan bondit sur elle et lui brise une dent d'un coup sec. Ils reculent ensuite, et Xuejushu fait remarquer que le loup n'a pas ouvert les yeux une seule fois depuis le début du combat, mais qu'il parvient pourtant à suivre leurs mouvements avec une précision redoutable. Yan, avec un air de ça coule de source, répond que c'est sûrement parce que le monstre doit posséder l'ouïe et l'odorat surdéveloppé que la plupart des canidéons.
Chuchu lui demande alors ce qu'il devrait nous faire à présent. Yan lui explique qu'il a qu'à attirer le monstre dans ce désert car il s'agit d'une dimension spéciale, la fin oubliée de toutes les rues de la santé. Il y a des portails menant à chaque rue de la santé ici, et Yan estime que le loup ne pourra pas les pister à l'odeur s'ils utilisent ces portails pour l'attaquer. Il ordonne à Xiushu d'attirer le monstre. Ce dernier s'enfuit alors, traînant sa masse sur le sol, créant une diversion. Le loup le suit et Yan, tel un cavalier intrépide, le chevauche pour anticiper ses prochains mouvements. Le loup crache du feu sur Xiushu qui disparaît aussitôt dans un portail, puis Yan attaque le loup par le haut avant de s'engouffrer lui-même dans un portail juste au-dessus. Il atteint une autre rue de l'enfer et tire sur le loup depuis cet endroit, mais la bête l'esquive avec agilité et s'échappe. Yan et Xuchu le pourchassent alors à travers plus de dimensions que le Doctor Strange n'en a exploré dans tous ses films réunis, tout en lui lançant des attaques surprises incessantes. Il le ramène tout finalement dans le désert, mais là, il constate avec stupeur que les blessures du loup guérissent d'elles-mêmes, comme par magie. Il réalise alors que le loup est en réalité un esprit gardien, capable de soigner ses blessures grâce à l'énergie spirituelle, et que la seule façon de le vaincre est d'éliminer son hôte spirituel. Pendant ce temps, dans la rue des démons, Liang est en mauvaise posture face à Hale, et Xia sort, folle d'inquiétude pour lui. Il lui intime de se cacher là où elle ne sera pas un boulet si elle veut bien obéir. Hal s'avance, narguant le jeune homme pour sa faiblesse, puis il bondit dans les airs grâce à son mecha et lui lance une volée de couteaux. Kale les esquive avec une rapidité déconcertante et apparaît derrière Liang avant même qu'il n'ait eu le temps de cligner des yeux. Liang parvient à l'éviter de justesse grâce à son mecha, mais ce dernier a subi trop de dégâts pour bouger. Hale lui ordonne de lui livrer cette fille inutile et il lui épargnera la vie. Mais Liang, bien sûr, refuse catégoriquement. Il charge le vilain queer, mais se fait lamentablement botter le cul par ses mouvements de kung-fu. Ne voyant aucune autre issue, il intime à Xia de consommer des parties de l'arbre sacré de la pagode afin qu'elle puisse libérer son esprit gardien et affronter ce scélérat. Elle l'écoute et court vers l'arbre, mais elle se dégonfle aussitôt, craignant que Yan ne soit furieux et ne lui demande de payer de sa personne. Liang, exaspéré, hurle à cette salope inutile de se dépêcher, car être l'esclave de son frère vaudra toujours mieux que de finir comme cobaye pour Hale et sa bande de tordus. Xia comprend enfin et arrache un morceau d'écorce de l'arbre sacré. Elle la manipule comme une barre de chocolat interdite et la sensation est aussi horrible que la première fois qu'elle a offert à son oncle un Guac Guac 2000. Cependant, l'écorce de l'arbre sacré a fait son effet et soudain Xia se met à déborder d'une énergie spirituelle inouïe. Son esprit gardien reçoit cette décharge d'énergie et se libère enfin de ses chaînes. Xia hurle alors qu'une quantité absolument démentielle d'énergie spirituelle jaillit de son corps, illuminant toute la rue des démons. Tous sont projetés au loin par l'onde de choc colossale générée par cette puissance et son gardien spirituel se manifeste. Il est complètement hors de contrôle et Xia se dit que c'est sans doute parce qu'il a été enchaîné bien trop longtemps. Cependant, lorsque l'esprit commence à cracher des canons laser de sa gueule, elle réalise avec effroi qu'ils sont tous, mais alors tous, complètement foutus. Soudain, une boule de feu percute la tête de l'esprit, qui devient encore plus agité, voire furieux. Il se retourne, cherchant du regard l'audacieux qui a osé le frapper, et ne trouvant personne, il s'en prend rageusement à l'arbre sacré. Son canon laser fait exploser l'arbre en 1000 morceaux, puis les fragments de l'explosion se rassemblent pour former un gigantesque faisceau lumineux s'élevant vers le ciel. Les habitants de la rue des démons ne peuvent à que fixer, méduser ce faisceau céleste. Mais pas pour très longtemps car le rayon commence à les aspirer avec une force irrésistible. Hal lui véritable la trou noir. Lui, ils sont engloutis dans ce sacré servait de frontière infranchissable entre le monde des fantômes et la rue de l'enfer. Maintenant qu'il a disparu, les esprits auront un accès par elles-mêmes au royaume vers Liang, mais sans le moindre formulaire à remplir, à s'accrocher désespérément à un rocher, luttant pour sa misérable vie. La révélation que Liang n'est pas un simple humain mais un esprit la frappe de plein fouet, tel un camion lancé à toute vitesse. Elle se dirige alors vers lui, déterminée à le protéger. Il perd prise sur le rocher et s'envole, mais elle parvient à saisir sa main au tout dernier moment. Elle promet de le garder en sécurité, peu importe qui il est vraiment. Xia se demande où diable est Yan alors qu'ils ont désespérément besoin de lui, mais lui est bien trop occupé à gérer le loup à 3 têtes, doté d'un facteur de guérison digne de Deadpool. Il ordonne à Xiushu d'encercler le loup dans un cercle de feu afin de pouvoir l'achever avec son attaque la plus dévastatrice. Le chevalier esprit obéit sans hésiter et crée un cercle de feu ardent autour du loup. Yan s'élance pour lancer son canon spirituel ultime, mais soudain le loup s'évanouit dans les airs tandis qu'au loin, le pilier de lumière devient clairement visible. Yan se demande ce qui se passe et appelle Xuchu, mais constate qu'il n'est pas là. Il tente de rentrer chez lui via un portail, mais atterrit plutôt dans le royaume des mortels. Il emprunte un autre portail et se retrouve, à sa grande surprise, dans la version chinoise de La Petite Sirène. Quelle drôle de destination! Il réalise enfin que l'espace est complètement déformé et dérangé, un peu comme mon ex bourré, et qu'il n'y a aucun moyen pour lui de rentrer chez lui. Il ne souhaite qu'une chose, que son frère soit en sécurité, ce dernier s'accrochant à Xia de toutes ses forces pour ne pas être aspiré dans le monde des fantômes. Pendant ce temps, l'esprit berserk de Xia ne s'est toujours pas calmé. Elle s'en approche, tentant de le rallier à sa cause. Cependant, l'esprit libère une décharge d'énergie qui le projette au sol, mais en bon pervers qu'il est, il semble étrangement apprécier la sensation. Soudain, la prise de Xia sur le rocher glisse et elle est contrainte de le lâcher. Elle parvient malgré tout à retenir la main de Liang, mais Hale, voyant là une opportunité, la fait trébucher, la projetant elle aussi dans les airs.
Pendant ce temps, Yan emprunte un portail qui le conduit dans une pièce tapissée de talismans où il découvre Santong agenouillé au sol. Il lui demande ce qu'il fiche ici alors que la rue des démons est sans dessus-dessous. Cependant, au moment où il le touche, Santong s'effondre et Yan réalise avec effroi qu'il était mort depuis tout ce temps. Yan découvre alors d'étranges marques sous les talismans éparpillés sur le sol et les dégage pour y lire un message de Santong affirmant avoir été pris en embuscade et gravement blessé. Il y est écrit que la couronne n'est pas la seule puissance à défier l'autorité du royaume des fantômes, car une troisième force a également émergé. Yan réalise alors que le Santong qu'il a côtoyé ces derniers mois n'était qu'un imposteur et il se précipite aussitôt vers le portail par lequel il est arrivé. De retour dans la rue des démons, Xia n'a toujours pas été aspirée dans le royaume des fantômes, car elle a agrippé les cheveux de Hale au tout dernier moment. Il lui ordonne de lâcher prise, mais comme elle n'obéit pas, il attaque Liang. Xia perd alors sa prise sur lui et tente désespérément de l'atteindre tandis qu'il est aspiré par le faisceau. Mais c'est peine perdue, cependant, Yan arrive pile à ce moment-là pour sauver la mise. Il attrape la main de son frère et le tire vers lui, lui promettant qu'il ne le laissera plus jamais mourir. Xia est ému aux larmes en assistant à cette scène, puis Yan demande à Liang ce qui est en train de se passer. Il explique comment il n'a pas pu repousser Hale et a demandé à Xia de manger l'écorce de l'arbre sacré, mais son esprit a tout foutu en l'air et a fait exploser ce maudit arbre. Yan est furieux contre elle, mais il lui demande simplement de veiller sur Liang pendant qu'il part affronter ce vilain queer. Hale se moque de lui, déclarant qu'il va lui montrer la véritable puissance d'un hôte spirituel de haut niveau et invoque le loup à 3 têtes, qui n'est autre que son propre esprit. Il utilise une technique interdite et ne fait qu'un avec sa créature. Mais Yan, d'un air désinvolte, se contente de dire qu'il sera bien plus facile de le vaincre sous cette forme. Hale l'attaque immédiatement et le repousse avec force. Yan riposte avec un tir de canon spirituel, mais Hale le dévie habilement vers l'esprit de Xia qui, furieux, se retourne contre lui et utilise son propre canon laser. Heureusement, Xuchu arrive pile à temps pour protéger son maître. Yan lui ordonne de gérer l'esprit berserk pendant que lui s'occupe de cette union impie entre l'homme et la bête. Xuchu fonce vers l'esprit de Xia, bloquant son canon laser et lui assénant de lourds coups, tandis que Hale attaque Yan à toute vitesse. Il esquive avec aisance les attaques de l'homme-loup et parvient même à le repousser. Cependant, Hale utilise son énergie spirituelle sombre pour l'assaillir, et même après l'avoir bloqué, Yan est projeté violemment très haut dans le ciel. Hale le rejoint instantanément par derrière et le plaque brutalement au sol, le traitant de déception totale. Cependant, c'était une erreur monumentale car les bandages autour du schlong de Yan ont déjà commencé à se défaire, révélant qu'il s'agit en réalité d'un ancien artefact sacré, un héritage familial. Yan l'utilise pour ordonner à son second esprit gardien de se manifester. Elle, à présent clouée au sol, réalise que Yan est un humain spécial, un corps du guerrier, capable de commander plus d'un esprit. Yan lui dit de se calmer car il n'a aucune intention de combattre son esprit, il l'a juste invoqué pour s'occuper du berserk qui s'agite en arrière-plan, histoire de ne pas s'ennuyer. À son signal, le second esprit fonce, prêter main forte à Xuchu, et Yan déclare qu'il peut désormais se battre à pleine puissance. Il attaque Hale, le maintenant constamment sur le qui-vive, tandis que ses esprits tabassent l'esprit de Xia des deux côtés, sans pitié. L'esprit berserk tente quelques mouvements de kung-fu pour les affronter tous les deux, mais c'est peine perdue. Face à deux colosses bien plus grands et puissants, de pure frustration, il tire son canon laser dans tous les sens, manquant de peu de toucher Yan. Profitant de cette opportunité, Hale tente de lui sauter dessus, mais le second esprit de Yan arrive à la rescousse et plaque brutalement le vilain hybride au sol. Il lui assène ensuite un coup de poing d'une puissance phénoménale, et Hale est si terrifié qu'il se sépare instantanément de son esprit. L'esprit numéro 2 de Yan cloue le loup au sol et s'apprête à s'occuper du vilain, mais Yan lui ordonne d'aller plutôt soutenir Xuchu, qui est en difficulté. Il obéit et s'éloigne. Yan s'approche alors de Hale, complètement terrifié, et lui révèle qu'il n'a absolument aucune chance de l'emporter contre lui, car il ne possède pas seulement 2 esprits gardiens, mais bien 7. Hale se pisse littéralement dessus en entendant cela et enfourche son loup pour s'échapper à toute vitesse. Xia dit à Yan de le poursuivre, mais il lui répond qu'il n'a pas assez d'énergie pour invoquer 2 esprits et pour chasser quelqu'un simultanément. Il se dit que maîtriser l'esprit berserk de Xia va aussi être plus ardu que prévu, mais soudain, le faux Santong fait son apparition. Il envoie les talismans vers le ciel et invoque un esprit brandissant un gigantesque pot. L'esprit bondit puis place son énorme pot au-dessus du faisceau céleste, le recouvrant entièrement et stoppant ainsi l'aspiration des esprits vers le royaume des fantômes. Xia lui demande pourquoi il arrive si tard, et Yan lui révèle qu'il n'est pas le véritable Santong, mais l'homme qu'il a lâchement assassiné. Le faux Santong se contente de rire, amusé d'avoir été démasqué, mais cela ne le dérange absolument pas car il a déjà obtenu ce qu'il désirait grâce à la destruction de l'arbre sacré. Xia se sent coupable d'avoir été utilisée comme un outil pour le plan de faux Santong, mais il lui dit qu'elle devrait être reconnaissante qu'il l'a rendue utile au moins. Il révèle ensuite que l'arbre du pagodier sacré peut être réparé en collectant des parties des 3 autres arbres sacrés cachés dans d'autres rues de santé. Il part juste avant que Yan ne l'arrête. Faux Santong dit à Yan qu'il est dans aucun état de combattre après avoir invoqué 2 esprits gardiens. Soudain, le soleil se lève et lorsque ses rayons touchent son esprit, l'énergie sombre qui y est enfermée s'échappe et l'esprit se disloque, redevenant un esprit ordinaire.
Sib s'approche nerveusement mais panique lorsqu'il se lève. L'esprit la caresse doucement, disant qu'elle ressemble à quelqu'un qu'il connaissait autrefois, et Sib ne comprend pas ce qu'il veut dire. Soudain, elle regarde Yann, qui peine même à se tenir debout, et demande immédiatement à son esprit de donner l'élixir de résurrection à Yann. Son esprit lui dit qu'il a fallu des milliers d'années pour créer cet élixir, mais il l'a donné à quelqu'un d'autre des années auparavant. Santon n'a plus aucun intérêt pour eux puisqu'ils ne possèdent plus l'élixir, et il dit Xiao avant de filer. Yang grogne parce qu'ils ont aidé Xiao pour rien, et elle ne peut que s'excuser auprès de Liang qui ne peut plus être réanimé. Il sourit simplement et lui dit que c'est bon pour eux car sans l'élixir, le trône n'aura plus aucune raison de les poursuivre et ils peuvent rentrer chez eux vivre une vie normale. Cependant, Seo refuse de faire cela et déclare qu'elle va réparer l'arbre du pagodier sacré parce que c'est l'esprit gardien qui l'a détruit. Elle s'excuse auprès des frères et son esprit déclare qu'il restera toujours à ses côtés pour la protéger. Elle lui demande son nom et il répond qu'on l'appelle Lai Juan Yuan. Plus tard la nuit, Yan et Liang s'assoient sur le toit, parlant de comment Xia compte vraiment réparer l'arbre du pagodier sacré. Liang dit à son frère de partir avec elle alors qu'il protège l'arbre démoniaque. Yan refuse, disant qu'il ne veut pas le laisser encore une fois seul et se souvient de la dernière fois que tout a basculé. Cependant, Liang l'encourage à sortir et à suivre Xia dans le monde parce qu'il y a peut-être des choses plus dangereuses qui les attendent dans le futur. Le lendemain matin, lorsque Xia se prépare à partir pour sa mission, elle voit Yan en train de porter une armure drôle. Elle rit en demandant si c'est pour un costume et il lui dit que c'est une armure psychique faite de la puissance de ses esprits gardiens qui le rendra invisible lorsqu'ils visiteront d'autres rues de l'enfer. Il lui dit de créer une armure pour elle-même et elle demande à son esprit de le faire. Il obéit et crée une armure spéciale pour elle. Mais avant de le faire, tous les vêtements de Xia explosent, offrant aux frères vierges un spectacle mémorable. Guy est furieux contre son esprit pour être si inconsidéré et il s'excuse en pensant qu'elle était un garçon car elle est trop plate. Elle s'éloigne maussade et Yan dit à son frère qu'il va aussi partir maintenant. Avant de partir, il lui remet le collier qui est la carte d'identité du leader. Liang dit qu'il est un esprit et selon les règles de l'enfer, il ne peut pas devenir leader. Yan ne s'inquiète pas des règles et enfile le collier lui disant qu'il est maintenant le chef de maison. Il part avec Xia mais s'arrête brusquement et court aussitôt vers Liang qui lui tend le doigt. Yan retient le doigt avec toute sa main. Ça le fait penser à toutes les fois où il retenait la main de son grand frère et il trouve étrange d'avoir grandi beaucoup plus vite que lui. Yan dit à Liang de le faire attendre et il part sur sa route avec Xia. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez aussi l'histoire de ce perdant qui est blessé et renaît dans un nouveau monde où il découvre ses pouvoirs de rang SS.